Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Les Traducteurs, deuxième film signé Régis Roinsard, après une très bonne comédie qui se nomme Populaire avec d'excellents acteurs. Et ici on constate une sorte d'upgrade avec plus de budget et un casting beaucoup plus conséquent. Un film que j'ai plutôt bien apprécié, car ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les énigmes, les puzzles. C'est ce que je disais dans mon bilan 2019 à propos des films Le Mystère Henri Pic et À couteau tiré. Et forcément, d'enquêter en même temps que le déroulé du film est un pur plaisir. Mais l'intérêt n'est pas seulement là, car il y a beaucoup de détails. Et on peut avoir l'impression avec ce film qu'il y a plusieurs petits films à l'intérieur, plusieurs genres qui le composent. Le réalisateur nous plonge dans une forme d'enquête policière à la Agatha Christie, où l'on va suspecter chaque personnage, pour laisser sa place à une sorte d'intrigue d'arnaque de groupe, avec les jeux et faux semblants style les Ocean Eleven ou Cash avec Dujardin, qui lui-même laissera sa place à un thriller plus personnel, plus intime, de règlement de compte. Le film est séquencé en plusieurs parties, dans lesquelles une nouvelle intrigue se noue, tout en étant entremêlée avec la précédente. Et le fil conducteur de ces trois parties, c'est le qui, le comment et le pourquoi. C'est un exercice très intéressant, bien que l'on pourrait se demander si chaque étape est bien égale à l'autre, car parfois on aurait vraiment aimé davantage de développement sur certains personnages. D'un autre côté, c'est cette condensation qui complexifie et enrichit l'intrigue, qui se relance et se renouvelle avec pas mal de références, de pistes en tout genre, dans le but d'embrouiller et d'emporter le spectateur dans un tourbillon de mystères et de révélations. Et c'est probablement l'un des points qui pourra mitiger ou déranger, cette surenchère de twists, comme un surplus faussement compliqué. Tout comme ces personnages qui pourront paraître factices à mesure que l'on avance, comme si tout avait été mis en place pour chercher à surprendre le spectateur, plus qu'à apporter une réflexion sur les thématiques abordées. C'est un genre qui se veut un peu comme une nouvelle vague, jouant sur les connaissances du genre de film qu'on est censé avoir acquises et qui tenterait donc d'aller encore plus loin, en évinçant rapidement le rythme ou effet crescendo qu'on a l'habitude de voir et dont la satisfaction résiderait plutôt dans l'extase du dernier twist parmi une foulée de rebondissements. Néanmoins, rien ne tombe du ciel, et on ne peut pas construire une telle histoire sans la penser en amont. On comprend d'autant plus cette mise en chantier quand on sait que le réalisateur aurait eu cette idée de film à l'époque où le livre de Dan Brown, Inferno, devait être traduit par des personnes venues de tout horizon, et qui avaient été enfermées dans un bunker pour ce faire. Et c'est exactement ce qu'est ce film, un groupe d'individus venant de différents pays qui se réunissent pour un même but, la traduction d'un livre. C'est vraiment une bonne idée de créer une collectivité et de découvrir les différences tout en ayant en plus la coutume ou l'accent propre à chaque pays, avec son lot d'humour ou de clichés, même si cette partie pourra paraître surjouée ou synthétique. Il y a aussi un partage d'hommes et de femmes, mais aussi de générations, le but étant de brasser un maximum de types d'individus. Toutes ces langues, c'est comme une tour de Babel, où l'on met en avant la fraternité, l'amour, ce dont l'homme aurait bien besoin. Référence ouvertement chantée avec What the world need now, it's love, sweet love. Allez, tous ensemble. It's love, sweet love. On pourrait presque y croire, car bien sûr, de rester en isolement aussi longtemps dans ces conditions peut mener à des dissensions, montrant comment la méfiance, la violence peut naître au sein de ce groupe pourtant utopique. Une situation d'actualité qui dorénavant ne sera étrangère pour personne. On peut dire que ce film tombait à pic. Dans le monde, le métier de traducteur n'est pas forcément considéré à sa juste valeur, faisant plutôt d'eux des techniciens. Et c'est intéressant de savoir qu'en France, ce métier est autrement plus estimé, faisant plutôt d'eux des co-auteurs des œuvres qu'ils traduisent.
Dans les anecdotes du film, il citait Jean-François Ménard qui a traduit les Harry Potter pendant une bonne dizaine d'années. Un exemple type d'un travail pratiquement d'auteur, puisqu'il lui a fallu inventer et recréer tout le lexique et vocabulaire de cet univers. Et cela sans savoir si le volume suivant n'allait pas contredire ou compromettre sa traduction. Il y a bien sûr un aspect financier évident, et être considéré comme technicien ou co-auteur change complètement la nature de son statut et de son état d'esprit par rapport à l'œuvre d'origine. C'est là qu'on peut se rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant et subtil qu'on peut le penser. Il ne s'agit pas seulement de traduire mot à mot, mais de saisir l'essence que l'on a voulu donner au nom, à l'histoire, comment prononcer et respirer les mots pour qu'ils s'accordent à la pensée. C'est donc adapter, interpréter, utiliser son savoir, mais aussi son imagination afin de conserver tout le long une cohérence de langage, précis et appliqué. Les personnes qui font ça ont une bonne connaissance de la racine des mots, de leur origine, du contexte où ils sont utilisés, ainsi que de leur évolution et connotation historique. Le travail de traduction est déjà en soi une forme d'investigation pour découvrir le sens véritable des choses et la retranscrire avec finesse et justesse. On va parler du personnage d'Eric, interprété par Lambert Wilson, qui est présenté un peu comme une sorte de génie, capable de résoudre des énigmes, des mystères, s'intéressant au mécanisme des tours de magie, à la structure des choses. Et forcément, ça m'a beaucoup parlé. Néanmoins, on pourrait avoir cette impression qu'il n'est jamais à la hauteur de ce qui nous est présenté. Il n'est de plus ni empathique ni sympathique. Aucune scène ne le met en valeur pour qu'il ait grâce aux yeux du spectateur. C'est un personnage qui se déconstruit à mesure que le film se construit, comme si les masques et structures sociales se brisaient. Il m'a un peu fait penser au personnage de Nolan dans Ready Player One, de celui qui explique et démystifie les choses. Pourtant, lui aussi avait du potentiel et un rêve, mais a dû faire face à la réalité. Il a grandi et s'est simplement perverti, utilisant son génie pour faire du profit, faisant plutôt de lui au final un stratège, mais commercial. Le film explore à plusieurs reprises la notion de l'investissement, du sacrifice que l'on doit faire ou que l'on est forcé de concéder pour atteindre un idéal ou la perfection. Le choix de l'acteur est d'ailleurs excellent puisque l'on pourrait être tenté de se focaliser dessus, oubliant un peu les autres. Et c'est là où ça devient méga intéressant ou méta intéressant puisque même si l'on semble suivre ce personnage, à chaque partie de film, le point de repère change, basculant d'un personnage à l'autre, jusqu'au point de nous interroger sur qui est le véritable personnage central de cette histoire, de ce film ou de ce livre. Il y a une véritable mise en abîme de l'histoire du livre et des personnages, avec notamment Rebecca qui est le sosie de l'un d'eux, comme si elle l'était. Ce bunker devient alors le microcosme de la société, mais aussi de l'individualité, de l'identité, dans lequel chaque traducteur joue le rôle d'un personnage. À noter que cela devait être pareil sur le plateau de tournage avec ce casting international, où chacun devait avoir une approche et méthodologie différentes de leur métier, mais aussi de la vie. Et tout comme les différentes parties du film qui s'accordent avec les différentes parties du livre qu'ils doivent traduire au fur et à mesure, toutes ces personnes ou ces personnages sont les héros de leur propre histoire, tout en étant la même. C'est une personne comme une nation, comme une histoire. Il y a ce jeu des poupées russes qui est omniprésent. L'on a également le prénom d'un des personnages qui est le même que l'acteur, comme pour nous orienter, comme un indice, tout comme pour celui de Lambert Wilson, Angstrom ayant une portée dans la réalité.
Nous sommes dans le dédale de l'histoire, mais plus encore, Dédale est l'histoire, notre histoire. C'est le dédale du dédale dans un dédale, dont nous sommes le personnage principal. Lambert Wilson n'est en fait que le fil conducteur, le point de repère du spectateur, qui va réfléchir et tenter de découvrir ce que le réalisateur a déjà prévu à notre place. Il s'amuse à nous faire enquêter et jongler avec les théories pour nous orienter sur des pistes ou des possibilités par rapport à la présentation qu'on en a eue, jouant constamment sur nos attentes et l'intelligence qu'on estime et projetons dans ce personnage d'Eric qui peine à comprendre comment il a pu se laisser enfermer dans ce cadre, cette prison, ce dédale mental. Dès le début, nous avons bien cette intrigue où il s'adresse à une personne hors champ, cette présence invisible qui aurait eu accès à l'intégralité de l'histoire, donc par extension au scénario qui devient le déroulé du film lui-même. Il y a ce côté mind game qui est vraiment pas mal, utilisant bien la suggestion pour nous tenir en haleine et nous induire en erreur. Même si au final, je pense que certains pourraient le trouver décevant par rapport à ce qui est réellement. Même si au final, je pense que certains pourraient le trouver décevant, justement par rapport à ce qui est réellement. Il y a plusieurs pistes de réflexion qu'on peut suivre. Par exemple, une critique sur la littérature, la lecture avec ce plan d'intro flamboyant, tellement évocateur. C'est aussi là où le nom des acteurs commence à défiler. On a aussi la propriété d'une œuvre, les librairies en souffrance, le monde numérique. On désacralise ce monde littéraire en montrant les rouages qui le constituent. Étant devenu un marché de rendement et de profit, une industrie qui se pense, se programme. Et c'est le rôle du vendeur, ces influenceurs, de mettre en valeur ces produits que les gens vont appréhender, consommer, faisant partie d'un événement social et promotionnel. Mais aussi qu'au-delà de ça, on peut véritablement aimer et être touché par une œuvre, non pas pour ce qu'on en fait ou ce qui est acquis dans la culture populaire, mais pour ce que ça signifie au plus profond de soi. C'est l'âme des choses qui s'exprime en chacun de nous pour nous parler, nous élever, et qui n'est pas aliénée, entachée ou juste concernée par les enjeux extérieurs. Ça fonctionne pour tout type de support, le cinéma de même, où l'on a toujours tendance à parler des événements qui entourent un film plutôt que le film en lui-même. Et ici pour les livres, à l'instar des images et séquences d'un métrage, on essaie de valoriser le texte, le contenu créatif dont surgit la connaissance, la magie. L'image, J-Nation, qui elle seule importe et nous transporte. C'est là l'un des aspects d'une œuvre qui peut complètement échapper au vendeur, mais aussi parfois à son propre auteur. Un traducteur pourra d'ailleurs être à la fois son complice ou son supplice. D'un côté parce qu'il fera n'importe quoi, et de l'autre parce qu'il aura su embellir le récit d'origine, en donnant par exemple davantage de sens aux éléments ou tournures de phrases. Bien que certains penseront que le rôle d'un traducteur est tel celui d'un singe condamné à faire les mêmes grimaces. La conversation avec Katharina, la femme associée à Rebecca dans le livre, reste intéressante, même peut-être déterminante, bien qu'on pourrait avoir l'impression qu'elle ne soit pas mise en valeur, noyée dans la masse. Il y a d'ailleurs une jolie séquence avec cette jeune fille dans l'eau, qui cherche à ressentir, éprouver ou simplement communier, se voulant comme l'âme du roman, de l'histoire, par opposition au rôle masculin porté par une mission pleine de noblesse. Il y a la thématique de l'amour, guerre et paix qui l'entourent, et selon où l'on se place, elle sera le sens et l'élément central du récit, d'une vie, où elle ne sera qu'un rôle secondaire, un simple dommage collatéral, payant les frais de l'ambition des hommes, de ses héros.
fidèlement retranscrit du récit mythologique où Ariane, l'âme ou Reuse, aide et participe à la quête du héros, mais se retrouve délaissée et abandonnée. Le sort qui lui est réservé dans ce film est donc hautement symbolique. Il y aura toujours une partie plus personnelle, plus émotionnelle qui nous échappera. C'est comme le détail imprévisible dans un rouage, le talon d'Achille que le cerveau cherchera à capter pour s'alimenter, s'inspirer, s'évader, créer. Autant on peut analyser, façonner, tout calculer, autant on cherche à ressentir, être envahi et surpris par des sensations, des émotions. Il y a une véritable dualité, complémentarité entre l'intellectuel et l'émotionnel. C'est comme un jeu du chat et de la souris, un face-à-face dont on ne sait jamais qui a la main. C'est peut-être là qu'est le véritable tour de magie, que d'enlever toutes les couches des constructions, des structures que l'on a bâties, pour atteindre ce qui est enfoui derrière le décor, derrière le maquillage et les images. Le cœur de notre propre océan, celui d'une œuvre, celui d'une personne. On a vu qu'il y avait beaucoup de références à des auteurs, des récits, comme on a pu voir avec la correspondance de Dédalus au mythe du labyrinthe. Avec le Minotaure, ce monstre insatiable de la consommation, le héros meneur, unificateur, mais aussi vengeur, ainsi que l'héroïne sensible et agréable, dévouée et aimée, l'amour, la trahison, la famille. Une source d'inspiration inépuisable que l'on retrouve un peu partout à travers les âges. Mais là où ça devient intéressant, c'est que bien qu'il y ait des récits assez précis, on retrouve de nombreuses versions qui changent la natalité, la mortalité, les raisons, prétextes et justifications, ou encore les affiliations avec telle ou telle divinité. Ce sont des variations qui altèrent le sens et la perception qu'on peut en avoir. Peut-être pour s'accorder avec les origines et croyances ou la morale et tradition du lieu ou de l'époque. De même qu'un poète, un peintre, un musicien en feront des retranscriptions qui, même fidèles, seront forcément perçues d'une toute autre manière, menant à de nouvelles écritures. Tout cela pour dire qu'il n'y a en soi pas de texte original ou d'origine, et que tout n'est que traduction, mutation de récits qu'on a entendus rapportés d'un pays à l'autre, d'un village à l'autre, d'un lecteur à l'autre, rebondissant d'interprétation en interprétation, de perception en perception, et qui, par la force des choses, deviennent des mythes, des légendes, des contes, des textes littéraires, culturels et populaires, et qui sera considéré par celui qui le découvre comme étant d'origine. Il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que tout soit repris, réadapté, avec des remakes, reboots, déclinaisons en séries télé, etc. C'est comme un héritage que l'on renouvelle sans cesse, qui survit et se transforme d'une époque à l'autre, d'un support à l'autre. Cela permet de faire du chiffre, bien sûr, mais c'est surtout l'opportunité de remonter aux sources d'origine et d'en déchiffrer toute la substance pour traduire, retranscrire, accomplir. C'est comme une tâche qui nous incombe de compléter, sculpter, métamorphoser. À la recherche du temps perdu est une œuvre incomparable que l'on ne peut que recommander de lire et qui pose une réflexion sur la littérature, la mémoire, l'art, l'individu, le temps, avec des sous-textes et doubles lectures à foison que le lecteur projettera ou superposera à sa propre existence et finira par découvrir, un peu comme dans la théorie du chaos, que tous les éléments que l'on pense anodins et aléatoires sont reliés les uns aux autres, formant une logique, une cohérence, et donc du sens.
Et l'un d'eux serait que le livre n'aurait pour d'autres sujets et aspirations que sa propre écriture. Comme son nom l'indique, c'est la recherche, à voir comme le voyage, le mouvement, et l'on ne peut achever le récit qu'en s'achevant soi-même, lorsque l'avenir aura rejoint le passé. Un individu ne peut s'accomplir qu'en résolvant les nœuds de son passé, comme un adulte ceux de son enfance, et cela peut prendre une vie entière. La recherche se définit comme un mouvement que l'on voudrait croissant et perpétuel. Il n'a pas de début ni de fin. On ne fait que la prendre en cours de route. Si l'on vivait 100 ans, 1000 ans ou plus, la recherche continuerait. Et c'est pour cela que l'histoire de l'humanité, l'histoire au singulier, est faite de millions de petites histoires individuelles et personnelles. Nous sommes tous les projections de la grande histoire de la vie que l'on vit. Et nos récits sont des pierres à l'édifice de la recherche. Il y a une forme d'espoir de se dire qu'on n'en aura jamais terminé avec les œuvres ou les textes qu'on aime. Car il y aura toujours un écho, une résonance qui nous incitera vers l'exposition, l'exploitation de tous ces mondes invisibles qui nous habitent. Sans même le percevoir, on fait tous un travail de traducteur, car quelle que soit l'œuvre dont on prend connaissance, on va se l'approprier, l'adapter et la personnaliser à son propre langage intérieur. C'est une chose en elle-même qui nous appartient et n'est pas visible à l'œil nu. Comme les traducteurs qui œuvrent dans l'ombre, comme des cellules d'un corps qui facilitent et donnent l'accès à la lumière, la répandant à travers le monde. Ils font la transition entre l'auteur et son œuvre. D'une certaine manière, ils sont les messagers de la création. Nous sommes tous des traducteurs. On pourrait même dire que tout notre temps est consacré à la traduction de qui l'on est, de ce que l'on est, à expliquer, communiquer, partager, échanger, pour se faire comprendre, reconnaître, et ce en utilisant toutes les formes d'expression possibles, que ce soit un mot, un dessin, un geste, une mélodie ou même un rêve, la traduction d'un langage à l'autre. C'est quelque chose de vital, et tous nos sens en témoignent, comme ce que je fais actuellement, ma voix et mes mots traduisent des idées, des pensées, des émotions. Quand on y pense, on pourrait même se dire que l'humanité elle-même serait une transposition, miniaturisation de l'univers, dont on passe l'existence entière à en chercher le sens. Si l'on s'y penche un peu, la notion même de traduction peut fasciner, étant une véritable quête d'authenticité, d'identité, mais surtout de vérité. Voilà pour ce film que certains trouveront absurde et indigeste, ne laissant pas le temps d'être pleinement imprégnés par toutes ces idées, là où d'autres, au contraire, seront agréablement surpris par la multiplicité des intrigues, trouvant le tout bien monté et ficelé. Et comme un magicien garde toujours une carte dans sa manche, l'on pourrait mentionner un autre film où joue Lambert Wilson en compagnie de Frédéric Diffenthal, qui se nomme justement Dédale. Tout le concept du film peut être appliqué sur celui-ci, donnant encore plus de sens et de valeur aux interactions entre les personnages, de ce que chacun représente par rapport à l'autre. C'est une vision introspective comme une régression mémorielle et temporelle pour atteindre et retrouver la seule chose véritable, celle de l'enfant, du rêve d'antan, celle des instants vécus et du temps perdu. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.